Bon, alors avant de commencer cette vidéo, je vous annonce que je serai invité au festival Clans sort le grand jeu qui auront lieu le dernier week-end d'août et sur lequel je tiendrai une conférence sur le thème des univers étendus. Je ne serai pas tout seul et je vous laisse la liste des invités dans la description. J'annonce aussi que le mois prochain, c'est la fac de Geek Librairie, donc n'hésitez pas aussi à laisser en commentaire vos questions pour la fac ou sur Twitter avec le hashtag AskGeekLibrairie. Sur ce, bon visionnage. Et encore, là c'est le micro. Imaginez si j'avais mis le son de la caméra comme il y a 2 ans. Vous auriez eu droit à l'enfer sur Terre. Bonjour à tous amis lecteurs. Qui dit été dit forcément un mois un petit peu plus posé avec des vidéos un peu moins travaillées. Et en réfléchissant un peu sur le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, je me suis dit qu'il ne serait pas mauvais de faire une petite rétrospective de toutes les BD franco-belges dont j'ai parlé. Et on va ouvrir le bal avec Terra Prime. Il se trouve que je n'avais parlé que du premier tome, et j'ai eu l'occasion entre temps de lire quand même le 2e et 3e tome pour me forger un avis un peu plus complet. Pour la faire simple, le tome 2 et le tome 3 de Terra Prime me confortent dans mon avis, ce n'est pas une série à mettre entre les vieux briscards de science-fiction, car après tout on y retrouve les codes et l'histoire de Pocahontas voire d'Avatar. Mais bon, dans l'absolu, ça reste quand même une série très intéressante pour initier quelqu'un à la science-fiction, surtout si celui-ci a entre grosso modo 12 et 15 ans, grosso modo, voilà. Pour ceux qui pensent que j'exagère le trait, je trouve quand même que le scénario est assez manichéen, que les personnages manquent de nuances et que c'est un peu trop deux camps qui s'affrontent avec une prophétie au milieu. Voilà. Ensuite vient le cas de Prométhée. Prométhée, c'est une série de livres que je n'avais absolument pas accroché et qui a malgré tout bien marché en soi, parce qu'après tout nous en sommes au 15e tome, que la 2e saison est en train de se décliner et que j'arrive toujours pas à accrocher, c'est toujours aussi longué, ça part dans tous les sens. Dans le cas de Prométhée, je veux dire, on part dans tous les sens, maintenant on en est au point des voyages dans le temps. Oui, bon, là ça va assez loin et on se rend compte que finalement, les 13 premiers tomes qui formaient la première saison, ça servait d'introduction. Oui, regardez bien ce visage. C'est toujours bien quand on a une idée d'univers qui veut aller loin, qui a des ramifications monstrueuses. Mais le problème, c'est que là, on a du mal avec un rythme de parution qui est extrêmement lent. Parce qu'il faut savoir que Christophe Beck est aussi scénariste sur d'autres séries comme Siberia 56, qui n'est qu'en 3 tomes, certes, mais qui est très intéressante. On le retrouve aussi sur Carthago, qui est une série qui marche assez bien en France, il faut dire ce qui est, se classant régulièrement dans le haut des charts en vente. Prométhée, pour moi, c'est un peu un ovni. Haha, lol. Cette série, si vraiment il faut qu'elle soit intéressante à mes yeux, faudrait qu'elle soit déjà, comme je l'ai dit dans le précédent one shot, plus courte, qu'elle soit mieux cadrée et qu'elle parte moins dans tous les sens. Ou alors il faudrait que Christophe Beck, à un moment donné, lâche du lest et permette à d'autres scénaristes de pouvoir enrichir l'univers. Ensuite, il faut que je revienne aussi sur Android, parce que je n'avais parlé que du premier tome. Et il faut savoir que dans le cas d'Android, un tome correspond donc à une histoire, et elles n'ont aucun lien entre elles. En ce qui me concerne, j'ai adoré la 2e histoire, qui est très sympathique et qui pose aussi de bonnes questions. Alors évidemment, j'ai adoré les 3 autres tomes d'Android. Le 4 un petit peu moins que les autres, il est un petit peu plus fouillis à mes yeux, mais bon, globalement, ça passe. Je veux dire, on peut pas tout le temps être bon, surtout quand c'est 4 histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et j'estime à l'heure actuelle que Android est une excellente surprise en termes de sortie de BD franco-belge et qu'elle a toute sa place à l'heure actuelle parmi les grosses licences. J'ai rien à dire de plus à dire, juste que voilà, on va attendre le tome 2, j'irai sûrement le bouquiner dans une Fnac, et le tout en espérant que les défauts du premier tome soient vite gommés. Mais ça, c'est une autre histoire, je peux rien dire de plus là-dessus. Je n'ai rien à rajouter sur Romance de Mars, qui est une excellente BD en auto-édité faite par Bruno Bellamy, c'est-à-dire le créateur des Bellaminettes pour les plus âgés d'entre nous. Et Dieu sait que ça fait plaisir, je vous raconte pas comme j'ai sauté au plafond le jour où il m'a contacté et qu'il m'a filé son exemplaire dédicacé. Les vieux lecteurs de l'autre histoire se rappellent encore. Le bon vieux temps. Enfin. Et il y a une BD sur laquelle je n'étais jamais revenu et qu'il faudrait quand même que je revienne un peu dessus parce qu'elle change complètement des cadres SF dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est Porno Hollywood. Ouais, j'ai parlé de porno à un moment donné, ouais, ça fait bizarre. Mais bon, hein, je vous rassure, c'est visionnable par tout le monde. Pas la BD, parce que ça c'est pas à mettre entre toutes les mains. Interdit au moins de 16 ans, hein, clairement, hein, c'est... voilà. C'est pas pour tout le monde. Et le 2e tome, est assez sympathique et prend la bonne suite du premier tome. On continue à garder cet univers de polar, de film noir, de ce que certains appelleraient le hardboil, hein, clairement. Non, Porno Hollywood est très sympathique et mérite vraiment de s'attarder sur ces 2 tomes, simplement 2 tomes. En plus, c'est pas quelque chose qui va vous pourrir la bibliothèque. Ça se lit tout seul, c'est très sympa, on apprend beaucoup de choses parce qu'effectivement, ça parle beaucoup de ce marché parallèle du porno dans le cinéma qui était un peu interdit à ce moment-là dans Hollywood. Non, vraiment, c'est super intéressant et ça mériterait vraiment que vous attardiez dessus. Évidemment, public averti, hein, voilà. Il reste de la nudité et des scènes de sexe. Vous aurez pas de plan digne de Pornhub, hein. Faut
pas déconner. Et il y a le cas Infinity 8. Le cas Infinity 8 est un peu particulier. Vous l'aurez remarqué, c'est quand même un service presse qui m'a été demandé. Alors, j'aurais pu en dire du mal, mais il se trouvait que j'avais vraiment aimé donc ce qui formait le premier tome, Romance et Maccabée. Et il se trouve que j'en attendais beaucoup du deuxième tome. Pas que je sois forcément friand d'histoire avec Hitler, mais que celui-ci m'avait passablement intrigué. Mais pas dans le bon sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, quand j'ai pu lire l'intégralité de Retour vers le Fourreur, comment dire, ce livre est problématique. Je vais percer l'abcès tout de suite, les histoires avec Hitler ne sont pas forcément dérangeantes en soi, du moment que ce soit bien travaillé, bien amené, et que ça ait une vraie cohérence. Je n'ai rien contre par exemple les pulps qui ridiculisent Hitler. Je prends le cas à tout hasard de Jésus contre Hitler, que je vous conseille sincèrement, et qui est très sympathique à lire. Non, franchement, lisez-le, parce que c'est quand même assez drôle. Sauf qu'en fait, dans Infinity 8, il aurait pu être un méchant ridicule. Avoir ce côté pulp où il est complètement stupide. Un peu à la Kung Fury pour ceux qui voient ce que je veux dire. Mais là, non. En fait, c'est plein de petits détails qui font que plus tu lis, plus c'est le malaise. C'est juste un reboot qui n'apporte rien à l'histoire, juste on a placé Hitler là-dedans. Et la manière dont est placé Hitler là-dedans, je veux pas m'attarder dessus parce que je veux pas spoiler, mais couplé en plus avec une personne qui est adepte du réseau social en mode « Salut, je fais des Insta et c'est trop swag d'être avec Hitler ». Et en ce qui concerne les tomes 3 et 4, le tome 3 apporte quelque chose parce que tu te dis « Ah, il y a peut-être quelque chose, mais tu rebootes avant ». Bon, ça frustre un peu, mais bon, j'ai pas désespoir non plus de voir dans les tomes 5 ou plus avoir vraiment quelque chose qui concerne ces reboots parce qu'il y aurait une méta-intrigue derrière. Sauf que même dans le tome 4, finalement, il n'y a rien qui avance dans les reboots. À moins que toutes les histoires bout à bout, bon là c'est vraiment de la théorie, hein, franchement je peux avoir tout faux. Mais à moins que tous les reboots en eux-mêmes ont une part d'intrigue, j'ai peur que la révélation finale nous tombe comme un cheveu sur la soupe et qu'il y avait que trop peu, voire pas du tout d'indices sur le pourquoi du comment. Est-ce que finalement c'est le capitaine alien du vaisseau qui permet les reboots qui est un gros enfoiré? Ou est-ce que ça vient d'autre chose? La question reste en suspens. Je pense que je referai une vidéo comme ça de réaction sur Infinity 8 quand j'aurai enfin lu l'intégralité de la série. Parce que pour le moment, clairement, c'est pas folichon. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Toutes les séries dont j'ai parlé actuellement n'ont pas réussi forcément à se classer super haut dans le charts des ventes annuelles. Il n'y a qu'à voir celui de 2015. On y voit beaucoup de choses, mais aussi quand même les profs. Les lapins crétins et les blagues de Toto. Alors évidemment, tout ça, ça pourrait permettre d'avoir une bonne dose de sel déjà, niveau sel de Guérande, on pourrait mettre. Sauf que je suis au niveau mer morte, parce que quand je vois qu'à l'heure actuelle, il y a aussi les tomes 21 et 22 de Troll de 3 qui sont classés dans les meilleures ventes et que, comment dire, pour moi, Troll de 3 est une série qui doit mourir, clairement. On sent bien la dose de sel là tout de suite chez moi, hein. Ouais, on la sent bien. Ceci est le visage du malaise. Voilà. Je suis tombé sur quelque chose d'assez intriguant. Nous sommes passés à plus de 4000 nouveautés à l'heure actuelle en 2016, alors qu'en 2000, nous en étions à peine à 1000. Le marché de la BD franco-belge a donc quadruplé. C'est monstrueux. Et parmi ces 4000 nouveautés, je comprends toujours pas. Il y a des choses que je comprends toujours pas. En fait, je sais pas quoi en penser de tout ça, c'est un peu bizarre. Surtout qu'entre-temps, les scénaristes et les auteurs de BD franco-belges, ils vivent pas si bien que leur truc que ça. Il n'y a qu'à voir qu'une fédération quand même nationale des auteurs, c'est quand même créé. Je vois que la BD franco-belge évolue et que certains, en ayant marre du circuit traditionnel, finissent par changer complètement de route. Je pense à Laurel, je pense à Maleki et je pense à Yatou, qui ont tous les trois fini par quitter le circuit plus ou moins traditionnel pour monter leur page Tipeee, ou du moins faire des crowdfunding pour permettre de sortir leur BD. Qu'à l'heure actuelle, il y a aussi le crowdfunding des FDP de Tubonia que je n'ai pas lu et dont l'histoire ne m'intéresse complètement pas. Je dois être trop vieux pour comprendre ce genre de conneries. Je dois être devenu le Daddy Glover de Booktube. Putain, ça fait peur. Vous l'aurez compris, j'ai pas trop parlé de BD franco-belge parce que c'est quelque chose qui ne m'a pas trop attiré avec le temps. J'ai grandi avec Astérix, j'ai grandi avec Gaston Lagaffe, j'ai grandi avec les Schtroumpfs, j'ai grandi avec Tintin, j'ai grandi donc avec toute la vieille série et la vieille garde des BD franco-belges qu'on pouvait connaître dans les années 70-80. Pour rappel, je suis né en 81, ouais. Le team vieux con est là les gars, hein, on le rappellera jamais assez. Et j'ai un énorme mal à comprendre certaines choses en BD franco-belge. On capitalise beaucoup sur la nostalgie. On essaye quand même de faire un format un peu plus à l'américaine sur certaines licences parce que les auteurs d'origine sont morts ou à la retraite. Et c'est pas toujours un franc succès. N'est-ce pas les Lucky Luke avec Laurent Gérard, hein, je pense que clairement on pouvait s'en passer. Heureusement ça a encore changé d'auteur entre temps et ça a l'air de reprendre une bonne direction. Ce qui fait super plaisir parce que le Lucky Luke qui fait Céline Dion... Alors évidemment, j'en rajouterai à tout ça une déclaration qui a eu lieu lors du festival de la BD à Angoulême. L'économie est fragilisée par une offre qui dépasse largement la demande. Le résultat, nous le connaissons, des auteurs précarisés,
des éditeurs fragilisés, des libraires débordés, des lecteurs désorientés. Ou alors on attend que finalement le système s'écroule sur lui-même parce que trop de nouveautés et qu'on publie tout et n'importe quoi, et que finalement on revienne à la case départ. Et si le nouveau modèle de la BD franco-belge doit passer par le crowdfunding comme c'est le cas déjà de certaines licences, j'espère sincèrement qu'à un moment donné ça prendra pas le même chemin du jeu de rôle, et que ça soit du crowdfunding forcément pour tout le monde pour pouvoir financer un système. Parce qu'on risquerait d'assister à quelques déviances comme dans le jeu de rôle qui risqueraient d'être très problématiques. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Geek Librairie. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord de Geek Librairie si cette vidéo vous a plu. Je suis toujours présent pour pouvoir discuter un petit peu et éventuellement approfondir cet épisode. Et je remercie tous les tipeurs dont le nom apparaît à l'écran. Un grand merci à eux de soutenir l'émission. C'est grâce à eux que j'ai pu me payer les lumières que j'utilise de plus en plus maintenant, mais aussi le fond vert que vous avez vu jusqu'à maintenant. Un grand merci à eux. N'hésitez pas à me soutenir aussi si l'envie vous en prend. Comme je l'ai dit, je vous attends pour le festival Clans sort le grand jeu qui aura lieu fin août, j'espère vous voir nombreux. Et aussi, n'oubliez pas de poser vos questions pour la fac du mois d'août. Sur ce, d'ici là, ayez toujours un livre à portée de main et je vous dis rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs. Putain, sois taqué, les cigales.